bienvenue dans ce live. Nous sommes en live normalement. Émission un peu spéciale parce qu'aujourd'hui, donc, nous faisons un live sur Facebook. Alors, je vais vous laisser arriver sur le live. Et aujourd'hui, justement, j'ai une invitée de toute spéciale sur cette vidéo. Je vais vous la montrer et l'introduire dans quelques minutes. Je vous laisse vous connecter. Si on a un problème de son, d'image, bien sûr, je vous invite à mettre en commentaire en dessous pour que je puisse en prendre connaissance. Alors, aujourd'hui, nous avons une super invitée qui est Selma Peva. Bonjour Selma. Bonjour David, merci pour cette présentation. Oh là là, you're most welcome. Il se trouve que je t'ai rencontré pour la première fois. Avant, je ne te connaissais pas. Pour être franc, au Web Entrepreneur Day, organisé par notre cher Antoine Platavin. Et tu as fait la première conférence d'ouverture du Web Entrepreneur Day. Et ta conférence titrée « Internet est une table pour deux ». Et tu nous as expliqué différentes choses, différents processus, tu nous as parlé d'émotions, etc. On va en parler un peu aujourd'hui. Et honnêtement, c'est très rare que j'ai ce feeling, mais à la fin de sa conférence, j'ai dit « Ah, je sens que… » tu m'as donné envie de travailler avec toi. Voilà. Et c'est un feeling qui est plutôt rare. Et du coup, ça m'a dit… il est important qu'on parle de toi sur mon business à 200%. Je vais te présenter un peu, puis tu me reprends bien sûr si je me trompe. Alors, tu as une vie plutôt riche, plutôt bien complète. Et aujourd'hui, donc, tu es experte en content marketing. Tu aides les entrepreneurs à construire leur tactique de contenu, copywriting, l'emailing surtout. Hein, tu te dis comme vraiment comme affûté au niveau de l'email. Et effectivement, je le constate. Hein, je regarde tes séquences email. Effectivement, elles sont bien écrites. Tu as une patte, comme on dit. Avant, tu as fait de l'interprétation, tu as fait du marketing, tu as été enseignante, et puis tu es tombée dans la marmite du web lorsque tu as voulu vendre tes propres créations de bijoux. Alors voilà, hein, c'est très intéressant. J'adore ce genre de parcours riche parce que ça nous formule plein de choses. Voilà. Puis à côté de ça, t'es maman, t'as 2 enfants, tu vis entre la région parisienne et t'as un pied-à-terre aussi en Aveyron. Alors, ça nous fait un point commun aussi, hein, parce que j'aime souvent le rappeler. Je viens des Cévennes, mes parents sont agriculteurs en bio. Voilà, bref. Et tu viens de publier un livre, Internet est une table pour deux. Et bien sûr, on peut retrouver toutes tes coordonnées, toutes tes infos, etc. Je mettrai en commentaire en dessous, mais sinon sur selmapeiva.com. Voilà. Selma, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que tu as ajouté un truc? Sur toute la ligne, effectivement, ce sont plein d'éléments, je pense, différents qui nous ont rapprochés justement lors du web. Et j'en profite pour faire une dédicace mentale. Je les taguerai après à justement Morgane Février et Antoine Pétavin qui organise le Web Entrepreneur Day. Donc, c'est la 3e édition en février parce on va parler aujourd'hui marketing, web marketing, le web, etc. Et si j'ai appelé mon livre Internet est une table pour deux, c'est parce que souvent sur le web, on oublie qu'en fait, on est vraiment des individus d'un côté de l'écran, de chacun d'un côté de l'écran. Et c'est bien sûr, on le dit, c'est hyper évident, mais de vraiment communiquer comme s'il n'y avait pas d'écran, c'est plus difficile. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que être sur le web, ça se passe aussi en dehors du web et en dehors des écrans. Et c'est vraiment une introvertie qui parle et qui a facilement tendance à rester dans sa caverne. Et quand je me suis fixé cet objectif, ce challenge perso, en fait, de sortir de ma caverne, j'ai rencontré sur ma route des personnes géniales, dont Morgane. Donc, merci Morgane donc, de m'avoir invitée au web, qui fut vraiment une super expérience où j'ai rencontré des gens super, dont toi, David, en février dernier. Et en plus, on a discuté quelques minutes dans la journée, puis après on a mangé au restaurant tous ensemble le soir, et c'est là je pense qu'on a commencé à se découvrir. Alors moi, honnêtement, j'ai pas fini de lire ton livre, hein, pour être honnête avec les personnes qui nous suivent. Donc ton livre, c'est une table pour deux. J'ai promis qu'on faisait pas une émission de promo de livre. Ah, il est super, allez l'acheter. Bien qu'il soit bien, que je t'invite effectivement à le lire. Tu peux le trouver sur Amazon, tu peux le trouver en boutique. En papier déjà? Oui, justement, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que tu viens de commencer à le lire. C'est qu'en fait, j'avais déjà fait la version Kindle qui est sortie il y a 1 an. Okay. C'est vraiment une aventure d'écrire un livre et de le sortir. Et la version papier, elle est toute neuve.
On est le quoi, le 22 mars, ça a une semaine. Voilà, c'est l'anniversaire. Perfecto, bravissimo, bravissimo. Et donc aujourd'hui, le thème que j'ai envie d'aborder, c'est vraiment comprendre les paradoxes les paradoxes en fait de cette transformation et qui donnent des nœuds au cerveau. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on cherche la bonne idée business, on cherche à lancer son business, on cherche à accélérer et on est souvent confronté à paradigme qui ne marche pas du tout ensemble, c'est-à-dire le paradigme du 19e siècle et le paradigme du 21e siècle. Il y a une transformation économique. Par exemple, avant, on avait une économie produit et aujourd'hui, on est en train de passer à une économie de la relation humaine. C'est-à-dire qu'on va créer une relation avec le client. Et c'est là où j'ai tout de suite accroché avec ton discours, Selma. Non seulement à la conférence, mais après dans le livre où tu le détailles, voilà, comme tu dis, la vente, c'est d'abord une relation d'humain à humain. Et c'est quelque chose que j'ai sans cesse... oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans au 19e ou au 20e, ce qui s'est passé, le commerce était déjà là, mais il y a l'industrialisation en fait qui est arrivée et c'est super parce qu'on a une vie beaucoup plus facile. Et après, il y a donc la production qui s'est industrialisée, après la communication qui s'est industrialisée depuis, je sais pas, peut-être les années 60 à peu près, on est tombé dans la communication de masse, ce qui est un côté génial parce que ça abolit les frontières et on est devenu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus flexible, beaucoup mieux informé. En tant que client, on a changé. Et on est devenu aussi beaucoup plus exigeant du coup en tant que client dans notre rapport à la vente et ça a changé la donne du coup. Mais c'est une bonne chose parce que ça relève la barre. En fait, aujourd'hui, ce qui s'est fait au niveau de la communication, de la vente et qui était des fois un petit peu borderline comme on dit parce que c'était de la communication de masse ou de la vente de masse, aujourd'hui en tant que client, on n'en veut plus et du coup en tant qu'entrepreneur, ça nous oblige maintenant ça nous monte la barre quoi, ça nous oblige à communiquer autrement et finalement à retourner à ce qu'était le commerce, le relationnel avant. Voilà, c'est ça. Et c'est tout l'enjeu justement, c'est que il y a le fait de déjà apprendre à vendre et à créer une relation avec le client. Donc déjà, quel que soit le business, bon ça c'est déjà une étape. Mais en plus avec le web, ça rajoute peut-être en fonction de son ressenti une difficulté supplémentaire, c'est qu'on est face à son écran. Qu'est-ce que je mets sur cette page web? Qu'est-ce que je mets dans l'email? On n'est pas là pour checker, en fait, si la personne fait une grimace, elle a compris, si elle n'a pas compris, et donc du coup, on va répéter ce qu'on fait dans une conversation, en face à face. Et juste pour préciser un peu, qu'est-ce que c'est que cette transformation économique du 19e au 21e? C'est-à-dire qu'au 19e, si j'ai envie de produire cette bouteille d'eau, j'embauchais une équipe d'ingénieurs, on concevait la bouteille d'eau, j'achète une usine, je mets en place une ligne de production, je fais les bouteilles, je distribue et seulement à ce moment-là, je vois en fait si le produit fonctionne et si les gens l'achètent. Et au 21e, justement, je peux faire complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'avec une simple page Facebook, une page web ou d'autres tactiques d'ailleurs, je fais une fausse image de ma bouteille d'eau, je la mets en ligne, je mets 200 € ou 1000 € de trafic Facebook ou autre, et là, je regarde si les gens précommandent ma bouteille, s'ils like, et là, je sais s'il y a un vrai intérêt, et seulement à ce moment-là, je vais investir dans ce projet-là. Et ça crée des nœuds de cerveau. Et c'est aussi très cohérent avec très cohérent. C'est exactement en plus ce que tu dis dans ton bouquin. Hein. Oui, parce qu'en fait, avec justement, parce que Internet est arrivé, mais là, on arrive dans vraiment la démocratisation de la vente en ligne, c'est-à-dire quasiment toutes les activités peuvent avoir un pendant en ligne ou même être exclusivement en ligne. Donc, en tout cas, on a des options qui n'existaient pas encore il y a 5-10 ans. Et du coup, comment dire, des fois ça fausse un petit peu les pistes, c'est-à-dire que, mais il y a eu des messages aussi qui nous ont amené à penser ça, que du coup on peut et même peut-être on devrait aller, tu vois, dans le très grand, le parfait tout de suite, etc. Alors que on peut très bien créer des produits, les vendre et gagner de l'argent et pas mal d'argent. Même tant que le produit n'est pas parfait, même si on n'a pas de tunnel de vente, limite même si on n'a pas de site, c'est-à-dire on peut servir d'Internet sans que la vitrine soit parfaite, que les tunnels de vente soient optimisés, que on ait même des pages Facebook, des comptes sur toutes les plateformes de la Terre, etc. Et ce dont tu parlais justement, cette nouvelle donne, ça me fait penser, je ne sais pas si tu es au courant, mais Dropbox, quand ils ont commencé,
Enfin, je sais pas d'ailleurs s'il y a des personnes qui nous écoutent en live et qui ou pendant le replay et qui utilisent Dropbox, dites-nous dans les commentaires. Dropbox, c'est un outil qui te permet, tu sais, d'avoir De partager les dossiers et tout, en ouais, ligne, ouais. de partager, c'est hyper pratique. Mais Dropbox, quand ils ont commencé, ils n'avaient pas l'outil en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait des montages, ils ont fait des captures d'écran pour, c'était Oui. lever des fonds, voilà, avant même de vendre. Et une fois qu'ils avaient les fonds, c'est qu'à ce moment-là, en fait, qu'ils ont commencé à développer la première version du produit. On peut se sentir très loin de Dropbox quand on est petit entrepreneur, mais c'est valable à toute échelle, en fait. Exactement. Ça, c'est le fameux fake it until you make it. Et il y a même la première société qui a créé des drones, les vrais premiers drones qui ont volé. C'était la même chose, c'est une société française. Elle avait juste un prototype bancal qui marchait pas, je crois qu'il prenait feu, ou il y avait un truc comme ça. Donc, ils ont fait une fausse vidéo du truc et ils sont allés au CES à Las Vegas. Je sais plus quoi, le grand show mondial où on expose toutes les créations technologiques. Et c'est là où ils ont levé. Ils ont mis en pré-vente leur truc et en l'espace d'une semaine, ils ont levé, je crois que quelque chose comme 1 ou 2 millions d'euros de précommande. Et c'est comme ça qu'ils ont démarré l'aventure. Mais ça, c'est justement typique du 21e siècle, justement. Et c'est ça qui est excellent. Et quand on combine cette tactique, justement, mieux vaut fait que jamais fait. Ah, j'écoute mon client, je l'intègre, et c'est vraiment ton propos, c'est ça qui est génial. C'est par exemple, tu cites les propos de Stéphane Brio à Marseille, qui dit, voilà, on va remercier, on va impliquer, on va valoriser, on va écouter et on va raconter une histoire. Et peut-être que tu peux nous donner un exemple, comment toi tu le fais, soit dans ton business, soit pour des business de tes clients, pour donner un exemple concret. Disons que l'exemple, comment dire, typique, c'est quand on veut travailler en ligne, que ce soit faire du coaching en ligne, faire des formations en ligne, on peut croire qu'en fait on a besoin d'avoir, par exemple, déjà créé la formation avant de la vendre, alors qu'on peut tout à fait la vendre d'abord à un petit groupe de personnes qu'on va peut-être même aller chercher un par un en développant le relationnel. Au bout de quelques semaines, on sait exactement qu'il y a ce groupe de 10, 20 personnes avec qui on a pu échanger sur les réseaux sociaux. Et compte tenu de leurs problématiques, ce qui leur fait envie, on va pouvoir déjà les aider, peut-être un tarif spécial, peut-être même gratuitement. Moi, j'ai commencé comme ça gratuitement. J'ai accompagné 10 à 12 personnes en one-on-one gratuitement au tout début, qui sont d'ailleurs devenus mes premiers clients payants après. Et ensuite, et vraiment, en fait, élaborer la formation, élaborer le coaching avec eux. Et ensuite, procéder par itération, en fait, d'une fois sur l'autre. Donc, moi, les formations que j'ai aujourd'hui en content marketing, email marketing, etc., j'en suis, je crois, à la 3e version au moins, voire la 4e pour certains, sachant que c'est pas que c'est parfait aujourd'hui, c'est bien sûr beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, mais je les ai faites, je ne sais pas combien de fois en one-on-one, avant de pouvoir vraiment les formaliser, les structurer en formation, tu vois, enregistrer. Même avant de les enregistrer, je les ai faites en live, en ligne, mais en live. Exactement. Voilà. Ouais. Mais bien sûr, c'est comme ça en plus qu'on peut créer le produit plus facilement, plutôt que se creuser la tête à chercher les bonnes idées pour machin. On est sûr de tomber dans ses propres vices à toi, dans ses propres vices, quoi, tout simplement, du perfectionniste, par exemple, ou la peur de la page blanche. Tu sais pas comment marquer dessus. Et c'est la tactique que je donne aussi pour aller dans ton sens, c'est de faire des événements en présentiel. C'est une excellente manière. Alors parfait, c'est excellent. Alors il y a une autre chose aussi que tu ajoutes et dont tu parles dans ton livre. Alors pas pour parler que de ton livre, mais ça fait partie de ta philosophie au sens large. C'est tu pars raconter une histoire, raconter qu'est-ce qu'on a fait, parler donc à notre client idéal, donc avec son histoire, avec sincérité et humilité. Oui, sachant que quand on parle de personal branding et d'être vulnérable et de partager son parcours, il y a quand même un malentendu souvent qui arrive. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on pourrait croire que pour être soit en ligne, pour créer de la proximité en ligne, il s'agit en fait d'être de vulnérable et de partager ses faiblesses. Ce qui n'est pas l'objet de mon propos. Ce que je veux dire, c'est aller vraiment sciemment choisir certains éléments son parcours, de sa vie de tous les jours aussi, de ses expériences, etc. Parce que ce sont des atomes crochus, parce que ça influence, c'est-à-dire aller les chercher pour expliquer en fait en quoi ça influence la manière qu'on a de travailler, en quoi ça influence le choix de personnes avec qui on travaille. Et du coup, comment dire, c'est l'effet miroir qui compte en fait, plus que la vulnérabilité, même si bien sûr ça implique parfois de sortir aussi de sa zone de confort pour être vulnérable, mais des fois on voit justement des personnes qui partagent certaines,
tu vois, certains épisodes de vie, mais l'important, c'est la leçon pour le client, c'est l'effet miroir, c'est l'horizon des possibles, en fait, qu'on lui ouvre, c'est les atomes crochus qu'on crée. Je dis pas concret en un seul mot, c'est concret, mais concret du verbe créer pour affiner son positionnement et du coup aller travailler avec les personnes qui nous correspondent le mieux en fait. Et quand tu fais ce travail donc de storytelling, hein, l'art de raconter une histoire, est-ce que tu as peut-être peut-être pas forcément l'utilise avec tes clients pour débloquer justement cette appréhension, qu'est-ce que je vais raconter parce que souvent quand on dit ça, les gens nous disent moi je suis pas, j'ai rien de spécial, j'ai pas une histoire intéressante, j'ai rien fait d'intéressant, alors que le type en net a juste créé un blog ou un produit juste génial quoi. En fait, disons qu'il y a deux cas de figure parce que disons que moi j'ai surtout des clients qui débordent d'idées, c'est-à-dire qu'une fois tu vois, qu'on a compris qu'est-ce qu'on vend et à qui on le vend, la machine à idées, des fois, tu as plutôt 1001 idées à la minute. Et le but après, c'est aussi de savoir comment les affiner, comment les structurer, etc. Et il peut y avoir aussi la panne d'idées, mais en tout cas, de mon expérience, quand tu es déjà, tu vois, en contact avec les bonnes personnes et que tu as déjà une démarche qui est vraiment ouverte dans l'écoute, il suffit d'écouter un client potentiel pour avoir 15 idées d'articles, tu vois. Donc, en tout cas, quand il y a une panne d'idées, j'irais déjà apprendre à écouter. Ensuite, apprendre à choisir ses idées. Après, aller choisir les éléments de son parcours aussi qu'on va mettre en valeur et le nouer les uns aux autres. Oui, ça, c'est tout à fait quelque chose que je fais dans mon travail lié au positionnement surtout. Et je voulais juste attirer un peu l'attention sur souvent un travers. Pourquoi j'ai de l'écho? Ah, j'ai pas d'écho de mon côté. Ok, très bien. Bon. Je sais pas, whatever. Et l'idée souvent, je dois écrire des emails, je dois écrire une histoire, faire du copywriting. Et du coup, on aurait peut-être tendance à tomber dans des travers qui dire, je ne suis pas capable, je ne sais pas faire, donc je vais me former et je vais lire tous les livres que je peux trouver. Je vais acheter 4, 5, 6, 10 peut-être, je sais pas, formations en ligne. Et alors ça, c'est mon point de vue. Tu vas nous dire qu'est-ce que tu en penses, Selma. Mais j'ai envie de dire que fais attention à ce travers de toujours vouloir croire que tu ne sais pas. Moi, je pense que je suis intimement convaincu qu'on a tous les ressources en nous pour réussir, même si on n'est qu'au début du process. J'aurais plutôt tendance à inviter à faire un jeûne de ces formations, etc. Alors, ça va pas dans notre sens, puisque nous, on cherche à vendre des formations, etc. Mais voilà, j'aime bien cette touche-là. Faire une pause, s'écouter soi, écouter le client. Après, bon, voilà, on rentre dans le processus que tu as suggéré. Qu'est-ce que tu penses de ça, de faire un jeûne de cette consommation, de cette frénésie de formation? Alors, moi, ça, je l'ai fait pendant très longtemps. Justement, je vais t'en parler. Je pense que ça dépend aussi du stade où on en est. C'est-à-dire quand on sait, déjà, il y a le stade où on sait vraiment pas et c'est important, tu vois, aussi d'aller se former. Après, il y a des formations qui sont pas forcément adaptées là où on en est. Si on débute, on va pas pouvoir devenir, je veux dire, un copywriter formidable en un mois, voilà. Donc, c'est important aussi d'aller chercher l'information et de s'ouvrir à l'information au début et même une fois après, c'est-à-dire une fois justement qu'on a commencé, en fait, qu'on est déjà on a son audience, on a ses clients, on a son positionnement et que là, on veut, ça y est, on arrive à écrire, on s'est lâché, entre guillemets, on a ouvert certaines vannes et qu'on veut après faire ça mieux, tu vois, affiner son positionnement, mieux communiquer. Tu parlais de jeûne. Moi, personnellement, j'ai fait un vrai jeûne qui a une vraie coupure, en fait, au moment où j'ai décidé d'écrire mon livre. Donc, je savais que je voulais écrire mon livre et je ne voulais surtout pas, étant vraiment geek de marketing, c'est-à-dire que je peux lire ça du matin au soir, tu vois. Et au petit-déj, le soir pour m'endormir, voilà. Mais je voulais vraiment développer mon style et écrire un livre qui ressemble pas à un autre livre. Je voulais pas avoir les mêmes citations que tout le monde, je voulais pas avoir les mêmes idées que tout le monde, même si bien sûr il y a des idées de plein de gens dedans que je suis allée chercher après. Mais j'ai fait pendant 1 an, j'ai pas lu de livre business. Et du coup, quand on me dit justement où est-ce que tu t'es formé par rapport au copywriting, etc., je peux dire, en fait, je me suis vraiment, il y a déjà ma formation initiale à la base, mais après mon style, je l'ai vraiment développé dans dans la pratique et dans l'interaction en fait avec mes abonnés et avec mes clients. Donc je dis oui au jeûne. Et maintenant, bonjour toi, merci. Et maintenant que justement, tu vois, ça y est, le livre est sorti, et ben j'ai recommencé.
Ça fait pas longtemps, depuis 10 jours, à relire, tu vois, des livres de business. Mais pendant un an, j'ai lu que de la fiction et c'était génial aussi. La fiction est un très bon outil, très bonne leçon d'ailleurs de marketing et de copywriting. Parce qu'un auteur qui arrive à te faire lire 500 pages, puis encore 500 pages le deuxième tome, et quand tu en arrives au tome 10, tu te dis comment il a fait. Voilà. Ouais. C'est Harry Potter, justement, je crois, le premier gros succès de bouquin très gros que tout le monde lisait, alors que les ados n'avaient pas. Si tu veux leur faire lire un truc en classe et ils veulent pas, le bouquin faisait 500 pages, ils les lisaient, quoi. Ben moi, c'est comme ça, justement. Je crois que je ferai un live, un article dessus parce que, tu vois, mon fils aîné, là, il a 8 ans et il avait déclaré qu'il aimerait pas la lecture. Comme on était un peu quand on est plutôt des gros lecteurs tous les deux, voilà. Et donc, j'ai mis en place des petites stratégies pour l'amener à lire Harry Potter. Il a commencé pour ses 8 ans, tu vois, là, ça fait même pas 3 mois et il en est quasiment au tiers du tome 4. Sachant qu'il n'y a même pas 3 mois, il était sur les j'aime lire, il avait du mal. Ça va vite, après. Merci. Voilà, J.K. Rowling et vraiment cette super technique de storytelling et de copywriting qui nous accroche, quoi. Ouais. Et je suppose en plus que quand tu rajoutes un tout petit peu de neurosciences derrière, ben, ça passe plus vite, quoi. De toute façon, voilà, tout n'est pas applicable au copywriting, mais l'essentiel, c'est de comprendre le fonctionnement de l'humain. Oui. Parce que y a un auteur qui dit ça très bien, c'est Dan Ariely, je ne sais pas si tu connais. Non. Il a écrit un livre qui s'appelle Predictably Irrational. Ok. Donc, on est irrationnel de manière prévisible. Il est économiste, entre autres, je crois. Je ne sais plus. En tout cas, c'est un chercheur. Oui. Et il explique qu'en tant qu'être humain, on a très envie d'être rationnel. Mais la vérité, c'est qu'on ne l'est pas. Mais le mieux, c'est qu'on ne l'est pas de manière prévisible. C'est-à-dire qu'il y a certains contextes, certaines réactions, certaines manières de dire les choses qui ont tendance à provoquer certains types d'émotions, certains types de réactions. Donc après, on peut dire est-ce que c'est de la manipulation ou pas. J'ai envie de dire, on ne va pas juste laisser les arnaqueurs manipuler les gens. On peut aussi, nous, utiliser ces outils-là pour avoir un impact positif sur le monde, quoi, via nos contenus et nos business. All right. Alors, on avait commencé cette émission avec cette transformation économique, donc cette manière de penser du 19e, avec cette nouvelle manière de penser du 21e. Donc, derrière ça, on remet au centre le client, c'est-à-dire on pense d'abord relation client avant de penser produit. On lui propose une histoire pour qu'il s'identifie à nous et donc ah ouais, cette nana, ce type, il me parle. Ah ouais, tiens, il a voyagé en Inde. Ah tiens, Selma nous parle de ça et ça dans son bouquin ou ailleurs. Et donc ok, j'ai engagé cette personne derrière sur mes traits de philosophie, valeurs, etc. Et là, je lui propose une séquence email. En fait, non, c'est plutôt tu utilises la séquence email dès le début. Mais c'est vraiment pour l'accompagner dans sa progression à lui ou elle. C'est-à-dire que ce soit ton histoire, voilà, mon histoire, ce qu'on fait, nos produits, etc. Pour l'autre en face, tu vois, c'est accessoire. Ce qui compte pour chacun de nous, c'est nous-mêmes. Hein. Donc, vraiment concevoir des séquences de mails, des séquences de contenu pour avoir l'impact qu'on veut avoir sur la vie des autres avec le contenu payant bien sûr, mais aussi dès le contenu gratuit, quoi. Et du coup, en fait, il nous dit ne pas écrire d'emails pour écrire des emails. Oui, en fait, c'est pas communiquer pour communiquer et c'est même pas communiquer pour vendre. C'est pourquoi on fait tout ça à la base. Exactement. Même pourquoi on est dans le business. C'est parce qu'on veut avoir un certain impact et ça peut paraître évident ou pas du tout. C'est-à-dire, des fois, on dit pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change en fait pour ton client? Pourquoi travailler avec toi? Pourquoi acheter chez toi par rapport aux autres options qui sont déjà disponibles? Qu'est-ce que toi, tu vas lui apporter? Et là, c'est quand il y a un grand blanc, c'est qu'il y a un travail à faire voilà, en profondeur pour pouvoir après aller traduire cette valeur-là dans sa com et son marketing. Et tu as entièrement raison. Et en plus, ça, c'est souvent combiné. Alors, c'est peut-être un biais personnel, mais c'est souvent combiné à une méconnaissance de soi. Le souci, c'est que souvent, on connaît très bien ses défauts. Voilà. Mais on ne connaît pas ses points forts. C'est ça, c'est ça. Et c'est curieux parce que quand tu bois du champagne, Selma? Ça peut m'arriver, oui. Ok. Alors, est-ce que vous, là, dans ce que vous écoutez… Je suis à la verveine, là, hein, mais… j'ai pas encore commencé le champagne, mais en fait, c'est amusant parce que
quand j'ai une coupe de champagne dans les mains ou quand la personne là qui nous écoute a une coupe de champagne entre les mains, si tu bois du champagne, eh bien, tu te concentres pas sur la partie vide de la coupe. Tu dis, ah, il est bon champagne. Tu regardes la partie pleine de la coupe. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que, et en fait, je me rends compte que les gens qui ont du mal à faire du storytelling, à raconter, c'est que souvent, ils connaissent mal leurs valeurs, leur philosophie. Il y a ils sont pas assez amoureux d'eux-mêmes quelque part. Il leur manque de l'amour propre. En fait, moi, je dirais, bon, déjà, il faut, même au-delà du fait d'être amoureux de soi-même, il faut connaître ses points forts. Et ça, c'est tout un travail à faire aussi parce que c'est sur ces points forts qu'on va communiquer. Et c'est pas juste pour se dire, c'est génial, j'ai telle qualité. On est dans le business, dans la com autour de son business, c'est de dire, c'est génial, j'ai telle qualité. Du coup, voilà ce que ça change dans ma manière de travailler. Voilà comment ça me permet de choisir tel ou tel type de produit ou de service que je vais développer ou tel type de client avec lesquels j'ai développé. Et le deuxième truc, c'est que moi, des fois, il y a un truc qui m'agace un peu, c'est quand on dit justement soyez passionné par ce que vous faites ou vivez votre passion, etc. Et personnellement, ça m'énerve. Des fois, ça m'exaspère. Ça veut rien dire en plus. Pour moi, si, ça veut dire des choses, mais c'est le ticket d'entrée parce que si tu développes un business et que tu n'es pas passionné par ce que tu fais, c'est pas intéressant. Mais le point clé d'une com réussie, d'un marketing réussi, c'est d'être passionné par ses clients. C'est-à-dire de vraiment aller se passionner pour les gens qu'on veut aider, pour ses abonnés. Je parle des clients, mais même longtemps avant qu'ils deviennent clients, quoi. Exactement. 2 exemples, Apple et Uber. Voilà. Entre eux. Mais après, on peut trouver d'autres, bien sûr. En fait, avec ces marques-là, c'est qu'elles sont tellement, c'est quand même tellement des grosses organisations que des fois, en tant qu'entrepreneur, on ne voit pas tellement ce que ça peut changer. Mais ce que ça peut changer dans sa manière de faire, en fait, tous les jours, quand je dis se passionner pour ses clients, c'est-à-dire vraiment avoir, bon, je suis un peu geek sur le sujet, mais vraiment avoir, tu vois, des tableurs où tu vas aller noter, mais qu'est-ce qui compte pour eux, quoi? Où est-ce qu'ils en sont au moment où ils ont besoin de travailler avec toi? Qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Qu'est-ce qui leur pose problème? Quelles sont les questions qui se posent et quelles sont les questions qui devraient se poser? Parce que c'est entre les deux qu'il y a un gap. Où toi, tu vas pouvoir vraiment les faire progresser. On parlait de faire progresser. Voilà. Donc, et vraiment aller, que ce soit pas une corvée, d'être vraiment, tu vois, passionné par les personnes qu'on veut impacter, tout simplement. Exactement. Eh bien, juste pour rappel, donc, Selma, tu viens de faire paraître un livre qui s'appelle Internet est une table pour deux, qu'on peut trouver sur Amazon en Kindle, en papier, en librairie aussi. Selma, on a vu différents sujets. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, une précision, un truc que j'aurais dû parler que j'ai oublié, ou que toi tu as une idée peut-être en cours de route, un conseil, je sais pas, un bonjour à quelqu'un. Wow. C'est sûr qu'on pourrait y passer la journée. Déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir. David. Si j'ai une citation d'une personne qui me vient en tête que j'ai mise dans le livre, mais qui m'avait, elle, en fait, écrit ça dans une interview qu'on avait faite, c'est Fadila Brahimi du blog du personal branding. Et quand je l'avais interviewée, elle m'avait écrit être visible, c'est d'abord être. Donc, on va laisser, tu vois, cette phrase-là infuser parce que être visible, c'est d'abord être. Donc, vraiment savoir qui on est et aller chercher ça. On ne se réveille pas un jour en sachant qui on est au niveau de ses points forts, pas de ses faiblesses. Et ensuite, vendre, c'est vraiment, vendre avec le cœur, en ayant vraiment en tête l'impact qu'on va avoir sur la vie des autres. C'est vraiment savoir qui sont les autres, qui sont ses clients préférés, au moment où ils sont prêts à travailler avec nous, et du coup, sur quel point concret exactement est-ce qu'on les aide à progresser, à se créer un nouveau contexte, de nouvelles relations selon le travail que chacun de nous fait, en fait. Ouais. Excellent. Ça, je retiens. Être visible, c'est d'abord être, c'est juste excellent. Je la reprendrai. Où je mettrai le lien vers cet échange. Avec plaisir. Avec plaisir. All right, Selma Peva, thank you very much. Merci. Merci. Si tu es OK, je propose de finaliser ce live Facebook. Oui, merci. Oui, ok, oui, non, la parole est à toi. Apparemment, il y a un petit décalage entre toi et moi, ce qui nous fait un petit. Il paraît qu'il y a toujours quelques secondes de décalage, oui, dans les lives. Mais c'est pas le même, parce qu'au début, je n'avais pas le décalage. Là, maintenant, j'ai du décalage, en fait.
Enfin bon, c'est pas grave, c'est la technique, c'est OK, comme dirait François Lemay. Là, je ne te vois plus, David. Oui, c'est la petite caméra. En fait, j'ai un moniteur, je vais l'enlever. All right, parfait. Selma Peiva, merci beaucoup pour avoir été là avec moi aujourd'hui dans mon business à 100%. Si tu as aimé ce live, cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air. Tu peux bien sûr découvrir mon blog sur business100.fr où tu peux trouver plus de 450 émissions déjà publiées pour t'accompagner justement à lancer et accélérer ta boîte. Et bien sûr, je t'invite chaudement à lire le livre de Selma Peiva qui s'intitule donc Internet est une table pour deux. Rien que le titre, moi j'adore. Tu peux le trouver sur Amazon, en boutique. Je te mettrai les liens dans la description en dessous, bien sûr. Et puis, je t'invite aussi à visiter le blog de Selma sur selmapeiva.com. Voilà. Merci beaucoup, David. Avec plaisir. Bye bye à vous et rappelle-toi, cher auditeur, tu es à la hauteur de ton ambition. Bye. Bye bye Selma, merci. Bye David. Bye.